Alors, bonsoir à tous, membres et éventuellement non-membres. Bonsoir Frédéric Socher. C'est vraiment un très grand honneur pour nous de vous accueillir ce soir à cette conférence. D'autant plus que le thème est assez particulier, assez original et très sincèrement intéressant. C'est presque dommage qu'il n'y ait pas davantage de public pour vous entendre, mais vous serez enregistré, donc le replay intéressera certainement beaucoup de monde. Alors, Frédéric Socher, vous êtes cinéaste belge vivant à Paris. Je pense que vous êtes à Paris ce soir. Absolument. Voilà. Alors, vous avez créé une dizaine de courts-métrages, 4 longs-métrages, et votre premier court-métrage date déjà d'il y a un certain temps, puisque vous n'aviez que 15 ans quand vous l'avez élaboré, ce qui est assez incroyable. Ça montre combien vous étiez précoce. Et vous avez eu une dizaine de prix et de sélections lors de festivals, dont en 2004, celui qui vous a certainement le plus marqué, c'est que vous étiez en sélection officielle hors compétition à Cannes. Et en 2010, vous avez eu le prix international de la critique au festival de Carlo Vivari, qui était pour le film Hitler à Hollywood. Alors, vous avez réuni des acteurs assez connus et assez extraordinaires, je dois avouer. Donc, Arletty, Patrick Chenet, Maria de Medeiros, Laurent Deutsch, Serge Gainsbourg, Michael Londal, Benoît Poulvord, Micheline Prel, Jacques Weber, Édouard Baird et j'en passe. Donc, assez connus. Et vous dirigez le master professionnel en scénario, réalisation et production à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis une quinzaine d'années. Alors, vous êtes assez prolifique, surtout en littérature, puisque vous avez écrit et coordonné une vingtaine de livres sur des cinéastes, des questions de mise en scène, sur la direction d'acteurs, la production, le cinéma belge et le cinéma européen. Et il y a à peine quelques jours, quelques semaines, vous avez publié 2 ouvrages dont Je peux faire du cinéma, petit traité de survie dans le 7e art. Alors, survie, ça dit combien le métier de cinéaste est un vrai parcours du combattant. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a eu des dizaines d'articles dans la presse, et dans la presse belge notamment. Et alors, j'ai pu voir aussi qu'il y a eu une lettre ouverte en réaction à vos derniers ouvrages, signée par 42 membres historiques de la commission de sélection des films. Alors, je n'ai pas lu la lettre en question, mais peut-être que vous nous en parlerez aussi. Alors, ça montre combien vous êtes rebelle, déterminé, pugnace dans votre vie, en tout cas, le contenu de toute cette littérature. Et donc, il y a pas mal de questions et du coup, j'inviterai les participants à cette conférence à ne pas hésiter à écrire leurs questions dans chat conversation parce qu'on posera ces questions à Frédéric Socher. J'en poserai quelques-unes au départ, mais on espère qu'il y en aura d'autres par la suite. Alors, ma première question, Frédéric Socher, c'est comment ça se passe en général pour concevoir, produire et lancer un film, en Belgique en particulier, mais également en France, puisque vous y travaillez. Euh, ben, la question qui se pose aujourd'hui, elle est d'autant plus pertinente qu'on sort de confinement. J'espère que bientôt, en France, les salles de cinéma ont réouvert. Ce sera bientôt le cas aussi en Belgique. Et donc, la question, c'est la place du cinéma dans notre vie, puisque le cinéma est un art populaire qui peut à la fois présenter des films d'auteur, mais aussi des films grand public. Et donc, c'est un art aussi qui demande beaucoup d'argent pour se faire. C'est pas comme un artiste peintre qui est face à sa toile ou un écrivain qui est devant son écran d'ordinateur. Il faut une équipe, il faut du financement, il faut de la diffusion. Et donc, la particularité, si on parle du cinéma belge, c'est qu'il faut commencer peut-être par dire qu'il y a la question de l'échelle, puisqu'on est un pays d'environ 11 millions d'habitants, qui a environ 4,5 millions de francophones, qui a, avant le Covid, 20 millions de spectateurs en salle. Et donc, il n'est quasiment pas possible de faire des films rentables dans un petit pays, avec un si petit nombre d'habitants et un si petit nombre de spectateurs en salle. Je ferai déjà ici une première digression, c'est que la situation n'est pas la même du côté flamand et du côté francophone. Puisque du côté flamand, et ça dépasse le cinéma, ça pose une question culturelle aussi, d'affirmation identitaire,
il y a une vraie volonté des spectateurs d'aller voir des films flamands en salle. Et donc, il y a des films flamands très populaires qui, bien que la Belgique soit un petit pays et la Flandre n'ait pas plus de 6 millions d'habitants, il y a parfois plusieurs centaines de milliers de spectateurs flamands qui vont en salle voir des films flamands. Et donc, déjà, la question de la rentabilité pour ces films-là, elle n'est pas la même que pour les films francophones. Et donc, déjà, derrière le cinéma se dessine pourquoi est-ce qu'on veut voir des films, le public flamand veut voir des films flamands. Donc, du côté francophone, il y a beaucoup moins de ferveur. Et donc, peut-être le fait qu'on ne soit pas très nombreux ce soir est aussi le symptôme de cela, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de volonté des spectateurs francophones de voir des films francophones en salle. Et donc, il y a le cliché qui existait depuis très longtemps, c'est que les films francophones étaient ennuyeux, des films d'auteur pour cinéphiles obtus, pas des films grand public. Et donc, il y a une sorte, en tout cas, de manque de ferveur des spectateurs, du grand public, pour aller, je parle de manière générale, il y a des exceptions évidemment, mais pour aller voir des films francophones en salle de cinéma. Et donc, il y a une règle générale partout dans le monde, c'est que la première diffusion pour un film, c'est le pays où il a été réalisé et produit. C'est-à-dire que les films français sont d'abord vus en France, les films italiens sont d'abord vus en Italie, les films espagnols sont d'abord vus en Espagne. La seule exception, c'est pour le cinéma américain, qui est le seul cinéma au monde à être diffusé partout avec des grands scores. Et on le sait, nous tous qui sommes ici, on va bien sûr voir des films américains régulièrement en salle, mais ce n'est pas du tout le cas pour les autres cinématographies, y compris pour des grands pays comme la Chine ou l'Inde, qui n'arrivent pas à exporter leurs films ailleurs que dans leur pays d'origine. Alors, il y a un cinéma en Inde, par exemple, qui est très important. C'est même le premier cinéma au monde en nombre de films produits chaque année. Et donc, il y a évidemment plusieurs centaines de milliers de spectateurs, de millions même de spectateurs qui peuvent aller voir en salle les films en Inde. On n'est pas dans la même économie d'échelle qu'avec la Belgique, évidemment, mais les films indiens ne s'exportent pas, ne sont pas diffusés ou très peu en dehors de l'Inde. Et donc, la question du cinéma, d'abord, c'est de savoir où on se situe. Est-ce qu'on prend l'idée que chaque pays a le droit à avoir son cinéma? Ou est-ce qu'on est uniquement dans l'économie d'échelle de la rentabilité? Si on est uniquement dans la logique économique, il n'y a pas de raison qu'il y ait des films belges, il n'y a pas de raison qu'il y ait des films suédois, il n'y a pas de raison qu'il y ait des films danois, c'est-à-dire que c'est des trop petits pays pour pouvoir faire des films rentables. Et donc, la question, c'est la question des aides publiques. Est-ce qu'il faut des aides publiques ou est-ce qu'il faut des systèmes, notamment celui qui existe depuis une dizaine d'années en Belgique, qui s'appelle le tax shelter, et sur lequel on pourra revenir, qui permettent de défiscaliser, et donc qui est une forme d'aide indirecte, puisque à la place de payer des impôts, on peut investir dans le cinéma. Donc, est-ce qu'il faut qu'il y ait ce type de mécanisme qui soit mis en place, ou est-ce qu'il faut la seule logique économique? Si on est dans la seule logique économique, ça veut dire qu'il y aura seuls les pays qui ont un nombre suffisant de spectateurs pour que les productions soient rentables sur leur propre pays qui pourront faire des films, et le cinéma américain qui continuera à dominer le marché économiquement partout où les films américains peuvent être diffusés. Donc déjà, se pose la question de quel cinéma on veut défendre. Et pourquoi est-ce que c'est important chaque pays puisse avoir sa propre cinématographie? Il y a quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer qui est mort récemment, qui s'appelait Jean-Claude Carrière, qui est un scénariste très connu, français, qui a travaillé notamment avec Buñuel, mais qui a signé des dizaines de longs métrages comme scénariste, et qui disait, à mon avis, à juste titre, que le principal mode, notre principal rapport à l'imaginaire aujourd'hui, c'est le cinéma ou les images animées sur Internet, sur les plateformes, dans les salles, tout ce qui est un rapport avec le film, raconter une histoire à travers un film ou une série. Et que s'il n'y a pas une politique dans un pays pour défendre le fait que chaque pays puisse avoir son imaginaire sur écran et sur différents types d'écrans, eh bien, quelque part, c'est un enjeu même de survie culturelle pour ce pays. Car Jean-Claude Carrière précisait, et je pense à raison, qu'il y a une sorte de loi universelle qui existe depuis la nuit des temps et dans toutes les civilisations, donc bien avant la naissance du cinéma, c'est qu'une des caractéristiques de l'humain,
c'est ce besoin qu'on a de se raconter des histoires. Alors, il y a la mythologie, il y a, je m'excuse si je heurte certains d'entre vous, mais il y a aussi les histoires qui sont racontées d'un point de vue religieux, car c'est aussi une manière de raconter des histoires, pour moi en tout cas, même si on est très croyant, il y a aussi ce art de raconter des histoires dans les grands textes religieux qui appartiennent aux différentes religions. Il y a les griots en Afrique qui, de manière orale, racontent les histoires de génération en génération. Il n'y a pas une seule civilisation, il n'y a pas une seule époque dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas eu ce besoin qu'ont les hommes et les femmes de se raconter des histoires. Car en se racontant des histoires, par le biais de la fiction, de la mythologie, eh bien, c'est une manière de comprendre le monde, de donner du sens au monde. Et donc, je pense que la question de la fiction, de comment on raconte des histoires, ce n'est pas juste une question de divertissement ou une question économique, c'est une question bien plus profonde que cela, qui pose la question de la culture, mais au sens large, au sens civilisationnel. Donc, est-ce qu'il est nécessaire, c'est ce que défendait Jean-Claude Carrière, et je rejoins sa thèse, que chaque pays puisse s'exprimer sous forme d'imaginaire, sous forme de fiction, à travers les films, et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme financement pour que les spectateurs, le public, une population puisse rencontrer son imaginaire qui va donner du sens à la vie. Et donc, chaque pays a une histoire différente du cinéma, et on est ici aujourd'hui pour parler de l'histoire du cinéma belge, qui a eu plusieurs époques, et aujourd'hui, c'est pour ça que mon livre fait, je pense, débat. Je pense qu'il y a une sorte de dysfonctionnement dans la manière dont les choses se passent pour le cinéma belge, et j'aimerais qu'on puisse en parler, car je pense qu'il y a une profonde inadéquation entre les moyens mis en place et les objectifs vertueux que j'aimerais défendre pour qu'il y ait cet imaginaire qui puisse exister en Belgique pour les Belges, comme en France pour les Français ou ailleurs dans d'autres pays. Il ne s'agit pas d'être nationaliste, mais de défendre l'idée qu'on peut prendre plaisir à voir des films qui s'expriment dans nos langues, donc du côté francophone en français, et qui racontent quelque chose sur nous. Alors ça peut être sous forme de comédie, on n'est pas obligé d'adhérer forcément à l'univers des Frères Dardenne, qui raconte quelque chose sur la Wallonie, mais d'un point de vue, parfois, c'est une critique qui leur est faite autour d'un peu une sinistrose. On peut aussi, par le biais de la comédie, ou par les films de genre, ou par différentes approches cinématographiques, raconter son pays, raconter des histoires, divertir. Et c'est très important, selon moi, que le cinéma continue à exister, mais le cinéma sur le grand écran, ou les films aussi, bien sûr, sur les plateformes, ou à la télévision, ou sur nos ordinateurs. Donc, il y a plein de déclinaisons possibles, mais que l'imaginaire passe par le cinéma et les images filmées au sens large. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait, mais la réponse est intéressante quand même. Ce n'est pas grave. De toute façon, on va y revenir à ce sujet-là, mais j'ai d'autres questions à vous poser avant pour y arriver en cours de conférence. Moi, je veux dire, un film est fait pour être vu et apprécié, pas pour être rangé dans les armoires. Et j'aimerais bien comprendre comment se fait-il que les frères Dardenne, Jaco van Dormael, Joachim Lafosse, par exemple, eux ont réussi à avoir un certain succès dans d'autres pays francophones et d'autres pas, alors que ce sont des films très belges. Alors, donc, dans l'histoire du cinéma belge, il y a une première période où il n'y a pratiquement pas de long métrage en Belgique pour la raison que je viens de donner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un marché suffisamment important pour, pour que ces films soient rentables. C'était à l'époque où il y avait uniquement des productions privées. Et donc, les seuls films qui se faisaient quasiment, c'était des films patoisants, donc en accent bruxellois, par exemple, ou en accent anversois du côté flamand, et qui étaient un peu l'équivalent de théâtre de boulevard. C'était souvent d'ailleurs des adaptations de pièces théâtrales, comme le théâtre de Thône, par exemple, comme il existe à Bruxelles, et qui avait un succès populaire, mais qui était attaqué par la critique qui trouvait ces films catastrophiques sur le plan artistique. Parfois même, il y avait le mot de honteux, l'adjectif de honteux qui était mis pour ce type d'approche. Et donc, il y avait quasiment, c'était les seules productions qui arrivaient à être rentables. Et à partir des années 60,
il y a eu la volonté, et donc c'est intéressant parce que c'est au même moment où la fédéralisation se met en place en Belgique, et donc où la culture va être séparée du côté francophone et du côté flamand, ainsi que l'éducation. Et donc l'idée de donner des aides publiques pour soutenir la production de longs métrages. Et donc il va y avoir simultanément, à la fin des années 60, des aides publiques pour les films en flamand, long métrage, et des aides publiques pour les films francophones, ce sera sous l'égide de deux ministères différents. Et du côté francophone, il va y avoir des cinéastes comme André Delvaux, comme Chantal Akerman, qui vont pouvoir faire des films grâce à ces aides. Du côté flamand, ça va être des films plus populaires, des films, des comédies. On parle souvent de Heimatfilm, donc des films qui se passent souvent dans les campagnes et qui sont souvent qui sont aussi souvent des adaptations d'œuvres littéraires flamandes, donc avec un côté de revendication identitaire, alors que du côté francophone, ce sera beaucoup plus des films d'auteurs qui ne vont pas forcément rencontrer le grand public, mais qui très vite, en tout cas pour André Delvaux et Chantal Akerman, vont être reconnus par la critique et par les grands festivals, puisque Chantal Akerman, André Delvaux, déjà ont certains de leurs films sélectionnés à Cannes ou dans les plus grands festivals du monde et ont des critiques aussi positives qui dépassent les critiques belges. Et donc là, il y a deux politiques très différentes, un cinéma plus commercial du côté flamand et un cinéma qui défend davantage le cinéma d'auteur du côté francophone. Et donc cela va perdurer jusqu'aux années 90, où là, il va y avoir l'âge d'or du cinéma belge, qui est l'âge d'or du cinéma francophone, où on va avoir à Cannes, pratiquement chaque année, une nouvelle révélation. Alors, une de ces révélations, c'est au début des années 1990, C'est arrivé près de chez vous, un film que personne n'attendait et qui avait été fait avec très peu de moyens en autoproduction et qui va être retenu dans une des sections cannoises et qui va avoir un succès commercial, pour le coup, très important dans de très nombreux pays, puisque le film va être même distribué aux États-Unis, où des cinéastes comme Martin Scorsese ou Quentin Tarantino disent que pour eux, c'est un film culte. Donc, un film qui ne venait de nulle part, qui était fait par des étudiants de l'INSAS et par Benoît Poelvoorde, mais qui à l'époque était totalement inconnu. Donc tout à coup, grâce au coup de projecteur cannois, va devenir un film qui va être diffusé dans le monde entier. Il y a eu dans les années 90 Jaco van der Maal, qui va faire son premier long métrage, Toto le héros, retenu dans une section cannoise, qui va obtenir la Caméra d'Or. La Caméra d'Or, c'est un prix décerné à Cannes très prestigieux, qui est décerné à un premier long métrage. Donc, sur toutes les sections cannoises, un film qui est un premier long métrage reçoit ce prix chaque année. C'est Jaco van der Maal qui l'a eu pour Toto le héros. Et évidemment, les frères Dardenne, qui avec leur film La Promesse, va aussi être retenu dans une section cannoise et puis va leur permettre d'être reconnus et de faire les autres films ensuite qui vont avoir plusieurs palmes d'or. Et donc, et puis il y a plein d'autres cinéastes aussi qui vont les suivre, comme par exemple des gens comme Benoît Mariage, des gens avec les convoyeurs attendent, ou des personnalités comme Joachim Lafosse ou comme Bouli Lanners, ou Fabrice Duels. Donc, tous les noms que je viens de citer, ou Martine Doyen, parce qu'il y a des femmes aussi, vont être retenus dans une section du Festival de Cannes. Et à ma connaissance, c'est totalement unique dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que par rapport au petit pays qu'est la Belgique et au petit nombre d'habitants qu'il y a du côté francophone, car c'était essentiellement des films francophones qui sont retenus au Festival de Cannes, eh bien, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent d'autres cinématographies de même taille qui aient eu une telle reconnaissance à travers le Festival de Cannes et à travers la critique internationale. Et donc, il faut savoir que c'est une sorte. Le cinéma est une forme aussi une manière d'être un ambassadeur d'un pays. Il y a la rentabilité économique directe qui est ce que rapporte un film. Il y a aussi l'image que porte le film. Par exemple, il y a des études très sérieuses qui ont été faites qui démontrent, évidemment, on parle d'un temps d'avant le Covid, hein, c'est pas de quoi sera fait demain, une fois qu'on reviendra à une vie plus normale, mais avant le Covid, il y avait, euh, des études qui ont été faites en France et on demandait aux touristes étrangers qui venaient en France, puisque la France est un pays important pour le tourisme,
quel était le principal motif de venir en France? Et je pense qu'en deuxième position arrivait le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a plein d'étrangers qui venaient à Paris pour voir de leurs propres yeux ce qu'ils avaient vu dans des films, d'ailleurs, y compris dans des films américains, puisqu'il y a aussi des films américains qui se passent à Paris, évidemment. Par exemple, le film Amélie Poulain, qui se passe à Montmartre, a été un tel succès au Japon qu'il y avait des cars, des opérateurs touristiques qui organisaient une visite à Paris sur les traces d'Amélie Poulain. Et donc, il y avait des cars qui, tous les jours, débarquaient à Montmartre pour voir les décors où avait été tourné le film. Et donc, je pense qu'on sous-estime l'importance que peut avoir le cinéma au-delà du cinéma. C'est-à-dire comment on se forge un imaginaire. Et là, en l'occurrence, si on parle de Paris, une idée idéalisée de Paris, le cliché de Paris, avec la Tour Eiffel, avec Montmartre, avec l'Arc de Triomphe, et donc qui peut être une attraction touristique, mais le cinéma aussi qui peut être une attraction pour les produits qui sont dans les films. Puisque quand on voit des films américains, et le président Roosevelt des États-Unis avait dit, une phrase devenue célèbre, envoyez les films américains, les produits américains suivront. C'est-à-dire que quand on voyait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale des voitures américaines, des frigos américains, du Coca-Cola, des cigarettes américaines, dans les films, eh bien, ça bénéficiait à tous ces produits, à l'American Way of Life, aux rêves américains qui étaient véhiculés à travers les films. Et donc, il y avait des effets économiques indirects, donc qui ne revenaient pas aux producteurs des films, mais à tout ce qui est autour du film, donc les décors, ou les marques, ou la manière de vivre qui est imprégnée dans un film. Et là, c'est quelque chose de fascinant, parce que quand on est cinéaste, comme je le suis, je connais peu de cinéastes qui vont dire « je veux faire un film belge », ou si on est en France, « je veux faire un film français », ou si on est aux États-Unis, « je veux faire un film américain », c'est malgré nous, évidemment, qu'on va dans nos films respectifs montrer un environnement, les décors d'un pays, la manière de vivre de ce pays, et éventuellement la manière de consommer tel ou tel produit, de fumer, par exemple. Aujourd'hui, on n'a pas du tout le même rapport à la cigarette qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, je suis certain que le fait de voir tout le temps des acteurs fumer dans les films avait une implication sur les spectateurs qui consommaient ensuite des cigarettes comme ils le voyaient faire avec les stars de l'époque. Et donc, il y a un impact du cinéma, de la télévision, de Netflix. On peut le décliner aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas que la salle, sur d'autres types d'écrans, qui est bien plus grand que la seule rentabilité de la production entre ce qu'elle a coûté et ce qu'elle rapporte, car il y a aussi d'autres incidences sur et donc, si on ne voit que des films américains, eh bien, on est forcément forgé par la culture américaine. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il est important, et encore une fois, sans vouloir être nationaliste, de défendre que chaque pays, chaque communauté puisse s'exprimer et exprimer son propre imaginaire à travers les films pour ne pas être dominé par une autre culture dans un mode de vie, dans un mode de consommation, dans un rapport à la fiction. Car encore une fois, je pense que la fiction dit quelque chose, donne du sens, peut nous interroger, et donc elle n'est pas neutre. Et donc il y a quelque chose de culturel, certes, mais culturel au sens civilisationnel, et donc qui dépasse simplement un combat corporatiste. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il faut défendre le cinéma pour que les gens du cinéma puissent gagner leur vie. Je pense qu'il y a un enjeu beaucoup plus important que pour les personnes qui font des films, que ce cinéma puisse exister. Et donc, si on revient en Belgique, la question qui se pose du côté francophone, comment se fait-il que tous les cinéastes que je viens de citer, et y compris les frères Dardenne, qui appartiennent au club très restreint des cinéastes qui ont eu plusieurs palmes d'or à Cannes, aient un succès très relatif en Belgique, en salle. Et donc, il y a un fossé entre l'impact en nombre de spectateurs de la plupart des cinéastes belges et la reconnaissance qu'ont certains de ces cinéastes par la critique et par les plus grands festivals. D'accord, donc les festivals et la critique, ce n'est pas ça qui amène le public nécessairement.
En tout cas, je pense que du côté francophone, il y a une question plus profonde que celle du cinéma, car si on voit les chiffres au niveau européen, tous les pays d'Europe, je parle de l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne euh, fonctionnent de la manière suivante. Il y a une part importante pour le cinéma américain partout, et il y a une part importante pour le cinéma national partout. Il y a deux pays qui font exception, l'Autriche, où le cinéma autrichien a très peu de public en salle, et la partie francophone belge, où les films francophones ont très peu de public en salle. Quel est le point commun entre l'Autriche et la partie francophone belge? C'est que l'Autriche, elle est à côté de l'Allemagne, et donc les films allemands sont naturellement diffusés, programmés en Autriche, et donc c'est la même langue, évidemment, entre l'Autriche et l'Allemagne, et l'Allemagne produit beaucoup plus de films que l'Autriche, et donc est un beaucoup plus grand pays en nombre d'habitants, et donc a une économie d'échelle beaucoup plus importante que l'Autriche ne peut l'avoir. Et du côté francophone, évidemment, on a comme voisin la France, et donc depuis toujours, les films français sont diffusés en Belgique, et évidemment, comme spectateur, on peut aller voir des films français en salle ou à la télévision ou sur d'autres formes d'écran. Et donc, il n'y a pas, peut-être pour le public francophone ou pour le public autrichien, le besoin de retrouver des films dans sa langue, comme peuvent les avoir les Flamands, car il y a une différence, on pourrait dire les Flamands, ils ont aussi les Pays-Bas à côté. Je pense que ce n'est pas du tout la même chose, puisque d'abord, il y a un accent très différent entre l'accent hollandais et l'accent flamand, qui est beaucoup plus différent que l'accent différent qu'on peut avoir entre belge francophone et français. Je pense qu'il y a un fossé beaucoup plus grand sur la prononciation entre les deux exemples. Et puis, le cinéma hollandais n'est pas le cinéma français. Il n'y a pas autant de films hollandais qu'il y a de films français. Je ne dis pas pour ça que les films français sont bons, je parle juste en termes d'économie d'échelle. Il y a chaque année un certain nombre de films français qui sont tournés, qui sont proposés au public, et aux Pays-Bas, qui est un plus petit pays que la France, il y a beaucoup moins de films hollandais que de films français. Et donc là, je pense que les Flamands ont un besoin de voir des films de leur culture, dans leur langue, avec leurs acteurs, avec leurs décors, que ne ressentent pas les spectateurs francophones, alors que, et je parle en tant que Belge qui vit essentiellement en France, je pense qu'on n'est pas pareil, les Belges francophones et les Français, et qu'il y a une vraie identité francophone belge, mais qui n'est pas revendiquée comme telle, et que les spectateurs ne vont pas beaucoup voir de films belges francophones, mais on peut dire la même chose dans la littérature ou dans d'autres formes artistiques et non artistiques. Il n'y a pas une revendication identitaire, le besoin de s'affirmer comme les Flamands, d'ailleurs, même au niveau politique, on peut le voir aussi, hein, il y a des partis flamands bien connus qui revendiquent une identité culturelle flamande. On a moins de partis de ce type du côté francophone. Je fais une petite parenthèse, mais récemment, je regardais un film qui s'appelle Jeux d'enfants avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, et tout se passait à Liège. Donc voilà un film français que je croyais être vraiment franco-français, et tout se passait à Liège. Donc dommage que des corps de japonais ne viennent pas à Liège pour cette raison. C'est bien. Donc voilà, c'est une parenthèse. D'après ce que je comprends, donc les difficultés qu'ont les cinéastes, c'est trouver du financement, être reconnu par la critique et dans les festivals. Alors, C'est c'est pas d'abord, j'ai une double casquette. Je suis professeur de cinéma à la Sorbonne et cinéaste. Et je commencerai par dire que personne ne me force à être cinéaste. Donc, j'ai aucun droit à faire des films, pas plus que tous les autres cinéastes. C'est une chance, c'est un privilège, c'est grâce au fait qu'on a peut-être des projets qui sont plus convaincants que d'autres. Ça, c'est un autre débat, parce que je pense que les dés sont totalement pipés à la manière dont ça se passe en Belgique francophone. On pourrait y revenir, et c'est l'objet de mon dernier livre qui a fait débat. Mais il n'y a pas d'obligation à un cinéaste. Personne n'oblige quiconque à le devenir. Et donc, on va pas, je trouve ça insupportable, les cinéastes qui se plaindraient de ne pas pouvoir faire leur film dans le syndrome Calimero en disant c'est trop injuste, je n'arrive pas à faire mes films. Non, c'est une chance de pouvoir faire un film et il n'y a pas d'automaticité à pouvoir faire ces films. Mais par contre, si on quitte le point de vue des cinéastes,
en étant le champ, je pense qu'il est important que chaque pays mette en place, et donc du côté francophone en Belgique, les moyens pour qu'un cinéma puisse exister, parce que c'est important qu'il puisse y avoir un rapport entre un cinéma et un public. Et donc, il se trouve que du côté francophone, ce rapport n'est pas aussi fort que du côté flamand en termes de nombre de spectateurs, mais que par contre, il y a un cinéma d'auteur qui est international. Quand on voit les films des Frères Dardenne, on peut les aimer ou pas, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont diffusés dans un très grand nombre de pays, puisqu'ils sont sélectionnés à Cannes, que certains d'entre eux ont eu la Palme d'Or à Cannes, que d'autres ont eu des prix à Cannes. Il y a parfois des dizaines de pays qui vont diffuser les films des Frères Dardenne. Et donc, il y a une économie aussi qui se fait grâce à cela pour le cinéma d'auteur. C'est-à-dire qu'il y a certains films qui ont peu de public dans chacun des pays où ils sont diffusés, mais s'ils sont diffusés dans 50 pays, peu de public dans 50 pays, 50 fois peu de public, ça peut devenir une masse économique importante. Et par contre, il y a des films qui sont commerciaux, je pense en partie aux comédies françaises, qui marchent commercialement très très fort en France, par exemple, et c'est le cas aussi pour les films flamands qui marchent très très fort en Flandre. Un grand nombre de ces films ne seront pas du tout diffusés à l'étranger, et donc la seule rentabilité sera sur le territoire national. Il y a beaucoup de films flamands qui ont beaucoup de succès en Flandre et qui ne sont pas projetés ailleurs, qui ne marchent qu'en Flandre, qui ne sont diffusés qu'en Flandre. Et donc, c'est ça aussi qui est important quand on voit l'économie du cinéma. Il faut voir, est-ce qu'on est dans des films qui sont uniquement pour un public restreint national, ou est-ce qu'on est dans des films, y compris des films d'auteur, mais je pourrais dire la même chose des films de genre. Par exemple, il y a des spectateurs dans le monde entier qui aiment les films d'horreur. Les films d'horreur ne vont pas forcément être les premiers au box-office, mais peuvent être vus partout dans le monde par un public qui aime ce type de cinéma, et pareil pour le cinéma d'auteur. Et donc, l'économie peut se voir aussi d'un point de vue international. Donc, de quel cinéma parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un cinéma qui a une vocation à être diffusé dans un très grand nombre de pays, même chaque fois dans une niche, mais cette niche additionnée, multipliée, peut faire sens sur le plan économique, ou est-ce qu'on est dans des films qui sont uniquement destinés à un public national ou à une communauté comme la communauté flamande? Et est-ce qu'on ne pourrait pas imposer des quotas culturels, des quotas de films d'auteurs originaires d'un pays dans le pays, une Alors, forme de quand, quand, pourcentage? dans l'histoire du cinéma, quand il y a eu je fais une petite digression sur ce qui s'est passé pendant l'occupation allemande, donc c'est longtemps, mais c'est intéressant parce que, par exemple, euh, quand il y a eu les occupants allemands en France, ils ont interdit la diffusion des films américains, forcément, mais par contre, ils ont permis la production des films français. Pourquoi? Parce que du point de vue des autorités allemandes, il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait évidemment pas Internet, et donc le cinéma était le premier divertissement grand public qui existait. Et donc, ils se disaient que c'était très bien que les films français continuent à se faire parce que ça allait distraire la population française. Et donc, quelque part, ça allait adoucir les mœurs, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que c'était tant mieux si le public français pouvait se distraire avec des films, évidemment, qui n'attaquaient pas le régime allemand. Il y avait une censure, bien évidemment, mais même des films qui étaient purement... Il y a des grands films français, des grands classiques français, comme Les Enfants du Paradis ou comme Les Visiteurs du Soir, pour les deux films de Marcel Carné, qui ont été faits sous l'occupation allemande, avec l'autorisation des autorités allemandes, avec l'idée qu'il fallait que les spectateurs français qui avaient l'habitude d'aller en salle voir des films avec des acteurs français, en français, puissent continuer à aller voir ces films, car sinon ce serait contre-productif. Il pourrait y avoir plus d'espèce de rébellion, parce que justement les spectateurs ne seraient pas heureux de pouvoir voir les films comme ils les voyaient avant l'occupation. Et c'est un paradoxe. Inutile de dire que je n'ai aucune sympathie pour le régime nazi et les autorités allemandes de l'époque, mais certains prétendent que c'est l'âge d'or du cinéma français. Parce qu'à cette époque-là, sous l'occupation, il n'y avait pas la concurrence américaine. Et donc, il n'y avait pratiquement que des films français qui étaient produits et distribués en salle. À l'inverse, en Belgique, les autorités allemandes, qui ont évidemment occupé aussi notre pays,
ont procédé de manière totalement différente. Puisqu'il n'y avait pas de cinéma belge, il n'y avait pas d'industrie du cinéma belge à l'époque, ils ont carrément interdit les productions belges. On ne pouvait plus faire de long métrage en Belgique pour diffuser des films allemands et se servir des salles de cinéma pour diffuser des productions allemandes. Et donc, on voit bien que derrière cet enjeu économique, il y a aussi un enjeu culturel qui n'est pas sans lien avec le trouble qui peut exister, qui existait dans les cantons de l'Est, en Belgique, qui existait du côté flamand aussi, avec l'idée de défendre une identité germanique. Et donc, ils voulaient, à travers le cinéma, en Belgique, et pas en France, faire une sorte de propagande culturelle, mais pas forcément avec des films pro-nazis. Ça pouvait être des films de divertissement allemand aussi, où il n'y a aucune allusion politique. Mais le simple fait que ce soit des films en allemand avec des acteurs allemands était pour eux un enjeu important. Et il y a des éléments peu connus. Par exemple, quand les Américains débarquent en Normandie, tous les jours, il y avait des avions qui partaient de Berlin pour parachuter aux troupes allemandes en pleine déroute les derniers films produits à Berlin dans les studios allemands. C'était pour le régime allemand une priorité de guerre. Il fallait que les troupes allemandes puissent se distraire avec des films allemands, avec des acteurs allemands. Et donc, il y avait des parachutages, avec des risques que les avions se fassent quand même descendre par les Américains. Donc, c'était un risque réel. Et bien, c'était une priorité de guerre. Si on passe de l'autre côté et qu'on va du côté soviétique, pour Staline, par exemple, le cinéma était un enjeu primordial. Et avant Staline, Lénine avait dit de tous les arts, le cinéma est le plus important. Pourquoi? Parce que si on se réfère à l'époque, donc à l'époque de la révolution soviétique, il y avait une grande partie de la Russie qui était analphabète. Et évidemment, le cinéma, qui plus est, était muet à l'époque, était une manière de diffuser de la propagande à travers la fiction, beaucoup plus que les livres, puisque quand on est analphabète, par définition, on ne peut pas lire un livre, tandis que tout le monde peut voir des images. Et donc, déjà, Lénine, suivi ensuite par Staline, avait donné le cinéma comme une priorité politique. Si on passe à d'autres dictateurs encore, comme Franco, par exemple, en Espagne, c'est peu connu, mais c'est une vérité historique. Franco aimait tellement le cinéma, d'ailleurs, c'est un point commun de pas mal de dictateurs. Hitler adorait le cinéma, Staline adorait le cinéma, Franco adorait le cinéma, Mussolini adorait le cinéma. C'est pour ça qu'il a fait construire Cinecittà à côté de Rome. Donc là aussi, c'était une priorité de défendre le cinéma italien. Eh bien, Franco aimait tellement le cinéma qu'en fait, il a écrit plusieurs scénarios il a imposé qu'ils soient produits. Évidemment, il a pris un pseudonyme parce qu'il ne pouvait pas mettre que c'était le scénario écrit par Franco. Et il passait son temps à écrire des films et à faire des scénarios de films qui étaient produits ensuite, imposés par être produits par l'État espagnol dont il était à la gouvernance. Donc, ce n'est pas un hasard si tous ces dictateurs aimaient le cinéma, le défendaient et voulaient se servir du cinéma comme d'un outil de propagande à travers des films de fiction. Et de l'autre côté, du côté démocratique, je le rappelle, les États-Unis, qui est une grande démocratie, donc je ne compare pas évidemment les États-Unis aux autres régimes que je viens d'évoquer, eh bien aussi défendaient le cinéma, car, et je réponds là à votre question, quand la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, il y a eu la question de que faisaient les politiques français par rapport au cinéma français, puisque le cinéma français, son âge d'or avait été sous l'occupation, et qu'il y allait avoir la concurrence des films américains qui allait revenir. Donc, il y a eu tout un débat entre les politiques de l'époque et les représentants des professions du cinéma sur ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait faire des quotas? Donc, c'est là où je réponds à votre question. Et donc, il y a eu une négociation qui a été faite, on est en 1948, et qui a été faite entre le gouvernement français et le gouvernement américain. Et à l'époque, donc, on est peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, il y a la question de la reconstruction, en France comme partout en Europe d'ailleurs, et vous avez tous entendu parler du plan Marshall. Donc, il y a eu des financements très importants sur le fait de prêts bancaires pour reconstruire les routes, pour reconstruire les ponts, pour remettre en ordre de marche l'économie des pays au sens large. Et la seule condition
demandée par les Américains, je dis bien la seule, pour faire le plan Marshall, c'est-à-dire permettre par des prêts bancaires à la France de se reconstruire, c'était d'ouvrir les écrans français et qu'il n'y ait pas de quota pour empêcher les films américains d'être diffusés. Donc on voit bien que du point de vue américain, donc, qui encore une fois est une grande démocratie, et qui donc je ne compare pas à ce qu'ont fait Hitler ou Staline évidemment, mais il y avait aussi un enjeu à travers le cinéma qui dépasse le cinéma. Ce n'était pas uniquement pour défendre les producteurs hollywoodiens, c'était avec cette idée que par le cinéma, c'était une manière justement d'imposer un imaginaire américain qui a des très bons côtés. Hein. Donc, on a tous ici, je pense, et moi en premier en tout cas, dans notre panthéon personnel des films américains qu'on a aimés. Donc, il ne s'agit pas d'être anti-américain, ce n'est pas du tout mon propos, mais s'il n'y avait que des films américains, là, ça deviendrait un problème. Parce qu'à ce moment-là, on serait, sans même le savoir, inconsciemment euh, sous domination culturelle américaine, alors que je pense qu'on peut adorer les États-Unis, dire que c'est une grande démocratie, et néanmoins ne pas être pareil que les Américains quand on est en Europe. On a plein de similitudes, à commencer par le débat, le combat pour la démocratie, pour la libre parole, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit être pareil et qu'on ne peut pas avoir des cultures différentes. Et ça passe par l'imaginaire, et donc ça passe par les images et par le cinéma. Mais cette exigence américaine n'existe plus aujourd'hui. Ils n'en ont plus besoin. Oui. Donc justement, on n'a plus de contraintes pour imposer des quotas. Si, il y a un très fort lobbying qui existe pour empêcher qu'il y ait une politique de quotas qui se fait au niveau européen, bien sûr. D'accord. C'est uniquement au niveau des lobbyistes. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans le 20e, on n'est plus comme au 20e siècle avec le cinéma au centre. Aujourd'hui, c'est au centre, c'est les GAFA. Donc, ça passe par Google, ça passe par d'autres biais sur Internet. Oui, c'est ça. Le débat s'est déplacé. Mais est-ce que l'imaginaire passe par Internet davantage que par la salle de cinéma aujourd'hui? Mais n'est-ce pas un problème si tous les principaux opérateurs Internet sont américains? C'est un problème, oui, c'est sûr. Alors, je reviens peut-être sur le sujet de votre livre. Vous vous insurgez sur justement le financement public des films et une sélection discriminatoire en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors donc, j'ai rapidement raconté comment dans les années 60, il y a eu des aides publiques qui se sont mises en place, comment dans les années 90, il y a eu des reconnaissances au Festival de Cannes, comme à ma connaissance, aucune cinématographie de la taille de la Belgique n'en avait eu une. Et à mon avis, c'est à ce moment-là, c'est entre les années 90 et aujourd'hui, qu'il y a eu une forme de déperdition qui est sans doute due à une sorte de crise de croissance, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de succès dans les festivals pour des cinéastes et dont je fais partie, puisque j'ai eu la chance aussi d'avoir un de mes films retenu au Festival de Cannes, que les moyens financiers, les aides publiques n'ont pas suivi. Et donc, du côté francophone, il y a ce qu'on appelle le Centre du cinéma, qui donne donc des aides à la production, notamment, et ces aides n'ont jamais augmenté, voire ont diminué. Et évidemment, il faut remettre les choses dans le contexte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc qui est en déficit, et donc qui n'a pas des moyens illimités. Et donc, comment fait-on pour gérer, je vais m'exprimer familièrement, un gâteau qui ne grandit pas avec de plus en plus de personnes qui veulent avoir leur part du gâteau? Donc forcément, il y a un problème qui se pose. Comment se font les choix des cinéastes, des personnes à aider? Et dans le livre, où je raconte mon itinéraire, mais avec une ambition, avec un souhait, c'est que sans qu'on connaisse mes films, sans qu'on me connaisse, ça puisse être intéressant aussi pour le lecteur de voir comment les choses se passent. Et donc, comment on peut parler de soi en se dépassant soi-même, c'est-à-dire, j'ai, parce que j'ai vécu, pu voir et connaître des choses que le spectateur lambda ne peut pas connaître. Et par exemple, j'ai fait partie moi-même de la commission du film qui décide à qui attribuer les aides pour tel ou tel projet. Et donc, je fais mon autocritique dans le livre en disant à quel point
je suis devenu une sorte instamment de sniper, c'est le terme que j'emploie, pour éliminer certains projets dans les débats qui ont lieu dans cette commission, afin d'en faire passer d'autres. Parce que puisqu'on sait qu'il y a, par exemple, il y a une commission qui se réunit, et il y a, par exemple, 10 projets, on sait qu'il n'y en a que 2 qui pourront passer, eh bien, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, je le déplore, je le regrette, que je me suis employé à trouver toutes les critiques qui pouvaient être faites sur les autres projets, ceux que je ne voulais pas faire passer, pour les éliminer et pour faire passer les 2 projets auxquels je croyais. Et j'ai le sentiment, donc ça je peux parler à mon nom propre et dire les travers que j'ai moi-même ressentis, et donc un peu comme un repenti de la mafia, dire les travers auxquels j'ai participé. Je ne peux pas dire que tous les membres de la commission fonctionnent comme ça, mais j'ai le sentiment qu'il y a une très grande forme d'inhumanité. Au lieu de voir ce qui fonctionne dans un projet, on va essayer de voir ce qui ne fonctionne pas. Et que là, on rentre dans une vraie question sur pourquoi aider un projet plutôt qu'un autre, sachant que le scénario n'est pas le film. Et que si on juge uniquement sur le scénario, on risque de se tromper. Et donc, comment être objectif? C'est impossible. Car le cinéma n'est pas une science exacte. L'art n'est pas une science exacte. Vous pouvez aimer un film et moi ne pas l'apprécier. On a tous connu déjà dans nos vies des débats avec des personnes proches de notre entourage où on était en désaccord sur le fait d'apprécier ou pas telle ou telle œuvre artistique. Il n'y a pas forcément de consensus pour dire, où tout le monde sera d'accord pour dire cette œuvre est formidable ou pas du tout. Et même les critiques de cinéma, parfois, sont en désaccord entre eux sur tel ou tel film. Donc, que dire quand un film est à l'état de projet, à l'état de scénario? Déjà, quand le film est terminé, il n'y aura pas forcément consensus. Donc, à l'état de projet, c'est encore pire. Et donc, la particularité du cinéma belge francophone, c'est que sans avoir l'aide de ce centre du cinéma, il est quasiment impossible pour un cinéaste de faire un film en Belgique. Donc, c'est une autre expression que j'emploie dans le livre. Il y a selon moi une sorte de machine à broyer qui s'est mise en place, ou comme un système qui broie ses propres enfants, c'est-à-dire on permet à des cinéastes de faire des premiers films, parfois même ces films vont dans les plus grands festivals, parfois même ils sont reconnus par la critique à l'étranger, et pourtant, certains cinéastes, dont je suis, donc je ne prétends pas être objectif puisque je suis jugé parti, mais c'est à la fois la faiblesse de mon propos et en même temps peut-être l'intérêt aussi, puisque je parle de ce que je connais, se voir refuser les nouveaux projets. Et donc, il y a une sorte de dérive qui n'existait pas il y a 20 ans, quand il y avait moins de candidats, et il y avait beaucoup plus un côté artisanal et un côté beaucoup plus humain dans la manière dont les choses se passaient dans le cinéma belge. Donc, c'est une sorte de revers de la médaille, des succès successifs qui ont eu lieu à Cannes, qui ont fait qu'il y a plein de cinéastes, dont je suis, qui ont pu bénéficier à un moment du système pour faire leurs films et parfois aller dans ce grand festival ou ailleurs. Et aujourd'hui, il n'y a plus la place pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est dans une sorte de monde qui dit ça n'a pas d'importance, tant pis pour eux, et on les jette comme des Kleenex? Ou est-ce qu'on se dit il y a une question qui se pose, humaine, et au sens plus large, sur l'intérêt de produire telle ou telle production. Donc déjà, il y a ce problème pour le centre du cinéma, et le simple fait que je l'évoque dans le livre a créé une sorte de fureur parmi, comme par hasard, ceux qui en profitent le plus de ce système, comme si le simple fait d'en parler, d'évoquer cette question, de dire est-ce qu'il n'y a pas un problème dont on peut discuter, serait une forme de crime de lèse-majesté. Alors que j'ai la faiblesse de penser que la base de la démocratie, c'est qu'on puisse critiquer le système en place, qu'il n'y a pas de démocratie sans opposition. Il y a certes des gens qui sont élus démocratiquement, mais il y a aussi une opposition qui existe. S'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de démocratie. Et il n'y a pas de débat sans qu'on puisse être en désaccord. C'est-à-dire que si on dit il n'y a rien à voir, il y a circuler, il n'y a rien à voir, il ne faut pas qu'il y ait de débat, il ne faut surtout pas qu'on critique le système. Je pense que c'est une sorte de dérive. Je ne sais pas, je ne dis pas qu'on est dans une dictature, mais je dis qu'il y a un problème démocratique qui se pose et ce que je dis dans le livre et qui a été encore confirmé par les réactions très virulentes
qui ont été amenés par ce livre. Quelles sont ces réactions? Alors, il y a plein de cinéastes et même des producteurs qui m'écrivent des mails en me disant qu'ils me soutiennent et que j'ai parfaitement raison, que j'évoque un problème qu'eux-mêmes ont rencontré. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que je le fais, parce que je pense que je ne suis pas le seul à subir ce travers. Mais tous ces cinéastes, ou la plupart d'entre eux, n'osent pas s'exprimer publiquement. Car, me disent-ils, s'ils s'expriment publiquement, ça peut leur porter préjudice. Donc, il y a une forme de terreur qui se met en place, où dès qu'on critique le système, on a peur de ne plus avoir accès au système. C'est aussi pour moi un vrai problème démocratique. Et en plus de ça, j'ai été plus loin encore dans le crime de lèse-majesté, puisque j'ai eu la faiblesse, et je me suis en partie trompé, d'ailleurs, je fais un amende honorable, de dire que je ne trouvais pas normal que la directrice du centre du cinéma, qui est là depuis 9 ans et demi, soit là à vie à ce poste. Je me suis trompé. Elle n'est pas là à vie. Et donc, tout de suite, on me l'a fait remarquer. Évidemment, mes détracteurs ont tout de suite sauté à pieds joints sur l'erreur que j'ai faite. C'est vrai, elle n'est pas nommée à vie. Elle est potentiellement nommée à vie. C'est-à-dire qu'elle peut avoir tous les 5 ans son mandat renouvelé sans limite de mandat. Et je pense que quand on est à poste de pouvoir, comme c'est le cas par exemple pour le président des États-Unis ou pour le président français, il y a 2 mandats maximum, de 5 ans chacun, ça fait 10 ans. Je pense que c'est beaucoup plus sain pour une démocratie qui est une limitation des mandats au poste de pouvoir. Et là aussi, j'étais dans la commission, donc j'ai vu la directrice du centre du cinéma à l'œuvre, elle assiste au débat pour savoir quels sont les films qui seront aidés ou pas aidés. Et, dit-elle avec justesse, et je le dis aussi, elle ne vote pas. Mais, et je la cite, elle l'avoue elle-même, elle donne le contexte. Donc, elle participe au débat. Et j'ai la conviction que quand on donne le contexte sur un projet, on peut éventuellement, en tout cas, influencer le vote des personnes qui ont voté pour ou contre ce projet. Et donc, est-il normal qu'une fonctionnaire soit nommée à vie à un poste de pouvoir essentiel, puisque sans le centre du cinéma, on ne fait pas de film en Belgique, et qu'elle donne le contexte sur des films en pouvant éventuellement influencer sur le vote? Est-ce que c'est démocratique? Donc voilà toutes les questions que je pose et qui m'ont fait avoir beaucoup de revers du côté en particulier des producteurs et de quelques cinéastes, mais par contre jusqu'à présent pas du côté des critiques, que ce soit en Belgique ou en France, puisqu'il y a eu pas mal de retours. Il y a un article dans l'Observateur, par exemple, cette semaine, il y a un article dans Le Monde, il y a Mediapart, il y a France Culture, il y a France Inter, il y a Europe 1, il y a RTL, il y a bientôt Marianne. Donc, tous les journalistes et les critiques sont d'accord avec mon analyse, en gros. Personne ne dit que je me trompe. Mais les professionnels ne supportent pas ce débat. Ben oui. Alors, Frédéric Socher, je vais vous poser une toute dernière question avant de passer aux questions du public, pour lesquelles il faudra être relativement concis, puisque en général, la conférence dure 1 heure. Donc, voilà, et on l'a pratiquement atteint. La question est, maintenant vous avez fait état d'une situation qui vous semble anormale, révoltante, quelles seraient les solutions que vous proposeriez de manière concise avant de passer aux questions? Ben, la proposition, c'est déjà de limiter les mandats des personnes de pouvoir. C'est valable pour le cinéma, ça pourrait être valable dans tous les postes de pouvoir. Je pense que ce n'est pas ça qu'une personne reste potentiellement à vie à un poste. L'autre élément consensuel, c'est qu'on augmente les budgets pour la culture et en particulier pour le cinéma, donc il y ait plus de financement, donc le gâteau qui s'agrandit, donc ça devra permettre une plus grande diversité. Et puis que dans les membres de la commission, dont j'ai fait partie, je pense qu'il faut plus de personnes qui ne soient pas potentiellement jugées parties, c'est-à-dire qui ne soient pas du monde du cinéma ou qui viennent de l'étranger, parce que le problème de la Belgique, qui est aussi une chance, c'est que c'est un petit milieu où tout le monde se connaît, et donc forcément, c'est un autre élément que je dis qui a beaucoup fait jaser, c'est qu'on est dans un monde de l'entre-soi, et donc c'est dangereux qu'on est dans un monde de l'entre-soi. Et je pense qu'il faut donc qu'il y ait davantage de personnes qui n'aient aucun rapport avec les productions du cinéma belge pour pouvoir juger des projets. Voilà différentes pistes. D'accord. Par ailleurs,
on n'en a pas parlé, on n'aura pas le temps puisque l'heure est pratiquement écoulée, mais il y a d'un côté les aides culturelles, dont on a parlé essentiellement, il y a la même chose du côté flamand, et ces aides culturelles, le Centre du cinéma a un budget annuel pour toutes les aides d'environ 20 millions d'euros. D'environ 10 millions d'euros. Ce n'est pas la même chose. Il y a aussi des aides économiques qui existent depuis 10 ans et qui, à mon avis, ont complètement fait changer le logiciel du cinéma belge, c'est le tax shelter. Il y avait une question là-dessus, justement. Et donc, le tax shelter représente 200 millions d'euros par an. Donc, on voit que les aides culturelles sont 20 fois moins importantes que les aides économiques. Alors, juste un petit mot sur le tax shelter. Petite définition pour ceux parmi nous qui ne savent pas de quoi il s'agit. Alors, c'est un système qui existe depuis 10 ans et qui existe pas seulement en Belgique, enfin, qui en Belgique existe depuis 10 ans, mais qui existe également dans d'autres pays, sous différentes formes. C'est l'idée qu'on peut investir quand on a une société privée, et parfois aussi quand on est un privé, selon les pays, pour payer moins d'impôts si on investit dans le cinéma. Donc, c'est une aide, un incitant fiscal qui a été mis en place. Et donc, c'est donc une aide économique qui a une contrainte, c'est qu'il faut que les films, les productions qui bénéficient du tax shelter, donc le tax shelter étant alimenté par cette forme de défiscalisation, eh bien, doivent dépenser l'argent en Belgique. C'est-à-dire que si un film est aidé par le tax shelter, il faut qu'il y ait des dépenses en Belgique. Des dépenses comment? En payant les techniciens, en payant des acteurs, en payant des décors, donc tout ce qui concerne le budget et le coût du film. Donc c'est très bien. Vive le tax shelter et vive la défiscalisation. Ce que je critique, c'est que ce tax shelter a été mis en place pas seulement pour les films belges, mais pour toutes les productions qui viennent se faire en Belgique. Et donc bénéficie beaucoup plus aux productions étrangères qu'aux productions belges. C'est pourquoi il y a par exemple un certain nombre de films français qui viennent se tourner en Belgique pour avoir cette aide fiscale. Alors pourquoi pas? Vive les productions étrangères s'ils peuvent permettre à des techniciens, à des acteurs, à des productions de tourner. Mais le problème, c'est que les productions étrangères, quand elles viennent en Belgique, elles ont déjà trouvé une partie de leur financement dans leur pays d'origine. Quand Astérix vient se tourner en Belgique, il y a déjà TF1, Canal+, des financeurs français qui ont contribué au financement du film. Et pour avoir accès au tax shelter, il faut déjà avoir une grande partie du financement. C'est une condition. Tandis que le producteur belge, lui, il ne pourra pas avoir déjà des financements à l'étranger. Et donc, il devra passer par le centre du cinéma. Et donc le cinéma belge dépend de subsides uniquement. Voilà, et donc c'est quand même un système très paradoxal qui donc privilégie davantage, dans les faits, les productions étrangères par rapport aux productions initiées en Belgique. Donc, je pense qu'il faudrait trouver un moyen juridiquement compatible avec les lois européennes pour davantage favoriser les productions belges dans le tax shelter, en laissant bien sûr la possibilité aux productions étrangères de venir tourner en Belgique. Mais c'est quand même paradoxal que les productions belges soient moins favorisées pour avoir cette aide fiscale que les productions étrangères. Et donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire dans ce domaine aussi. Donc, finalement, les chances de succès d'un film belge dépendent principalement des subsides publics. Au départ, c'est un levier. Alors, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte obligatoire, mais dans les faits, il y a très, très, très peu de longs métrages qui se font sans avoir au départ l'aide du centre du cinéma, c'est-à-dire une aide publique. Et donc, sans avoir cette aide, on n'arrive pas à faire un film en Belgique quand on est belge avec une production belge. Alors, une question sur les coûts d'un film. Donc, ça coûte quelques millions d'euros. Quelle est la proportion dans ces coûts de ce qu'on considère comme les acteurs, les décors, que sais-je, hein? Il n'y a pas de règle parce que quand on parlait de C'est arrivé près de chez vous tout à l'heure, c'est un film qui s'est fait
en dehors du système, en autoproduction. Personne n'était payé. Et donc, le film s'est fait à l'époque, on était encore en francs belges. Je pense que c'était pour 300 ou 400 000 francs belges. Donc, pour l'équivalent de 10 000 euros, donc il faudrait indexer, disons, pour 20 000 euros, ils ont fait un film. Ça, c'est en payant personne, en étant complètement comme dans un film étudiant, en fait, comme dans un film amateur. À l'opposé, on peut avoir des films qui se tournent, un film belge en moyenne francophone, le budget tourne autour des 3 millions d'euros. Mais si on prend des productions, il peut aussi y avoir des budgets beaucoup plus importants. Donc, tout dépend de quel film on parle, avec quel casting, avec quel scénario, est-ce qu'on est avec des décors à construire, est-ce qu'on est dans un film d'époque. Il n'y a pas de règle, on ne peut pas dire un film coûte autant. Il faut voir quel projet, avec quelle ambition artistique, quelle ambition économique, quel casting, quelle équipe. Ce qui coûte le plus cher en général sur un film, c'est l'équipe, puisqu'il y a à la fois les salaires et les charges sociales. Et donc, Plus que les acteurs, vous incluez les acteurs. j'inclus les acteurs dans l'équipe. Et donc, sur un long métrage normal, classique, il y a une équipe de 40 personnes, plus les acteurs. Donc, si vous avez 40 personnes dont il faut payer le salaire, et quand ton âge dure 2 mois, eh bien, vous avez 2 mois de salaire, sachant que les salaires syndicaux dans le cinéma sont plus importants parce que ce soit les acteurs ou les techniciens, personne ne tourne 52 semaines par an, même quand on a beaucoup de succès. Donc, ce n'est pas comme quand on est, comme je le suis, enseignant, ou qu'on a n'importe quel travail, on a un salaire qui tombe tous les mois, ou même quand on a un commerce, un restaurant, quand ça réouvre après le Covid, on a une rentabilité toute la quotidienne au restaurant. Quand on a un salaire qui tombe tous les mois. Il n'y a pas un technicien, il n'y a pas un acteur qui peut dire je travaille 365 jours par an à jouer ou à être technicien. Donc, les salaires peuvent paraître importants aux yeux du néophyte, mais ils doivent être considérés parce qu'ils prennent en compte, évidemment, que le salaire, personne ne peut vivre s'il n'y avait pas un salaire plus important qui prend en considération qu'on ne travaille pas en permanence dans ce genre de métier. Donc Finalement, la charge salariale devient très vite très importante. donc le centre du cinéma qui n'a que 10 millions de subsides par an, c'est très très peu. Je comprends que Voilà. Et donc, monde s'acharne. il y a Oui. peu d'élus. Et ce qui est terrible, et ça c'est aussi quelque chose qui dépasse le cinéma, c'est que de plus en plus, il y a une tendance à opposer les jeunes aux plus âgés. Et je trouve ça catastrophique. Moi, je pense que vraiment, il faut qu'on se batte au-delà du cinéma pour une société où il n'y ait pas d'opposition générationnelle. Il ne s'agit pas d'être pour les vieux ou pour les jeunes, il faut que tout le monde puisse cohabiter, avoir sa place dans la société. Parce qu'il y a des mesures, et elles sont très justes, qui favorisent les premiers films, donc les jeunes cinéastes. Et je suis 100% pour ces mesures. Mais souvent, les jeunes cinéastes ne se rendent pas compte qu'un jour, ils seront plus vieux. Et donc, s'ils bénéficient aujourd'hui des aides qui sont là pour la nouvelle génération, la plus grande partie d'entre eux seront jetés comme des Kleenex quelques années plus tard. Et je pense qu'il faut se battre contre ce système de société où, sans arrêt, une vague chasse l'autre et quand on n'est pas tout de suite performant, qu'on n'a pas tout de suite réussi, dehors. Ce n'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre. Eh bien, ça a l'air d'être un monde de requins et très très dur à vivre en tout cas. Je fais simplement un appel au groupe qui est peu nombreux. Est-ce que vous avez encore une question ou non? Sinon, ben, je remercierai Frédéric pour cette magnifique intervention extrêmement intéressante. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde et j'espère que le replay aura beaucoup de succès par la suite, ce dont je ne doute pas. Euh, Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Alors, pour ceux qui veulent, c'était dans discussion. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Peut-être que Valérie a un petit mot à Non, mais écoute, rajouter. non, moi j'ai trouvé que j'avais des questions au cours de conférence, mais comme Frédéric a été très complet, au fur et à mesure de la conférence, j'ai eu la réponse aux questions, donc merci beaucoup. Je voudrais peut-être juste revenir, je vois qu'Edouard avait posé une question par rapport aux tax shelter.
Donc, vous nous avez bien dit qu'il profite non seulement aux cinéastes belges, mais également aux étrangers qui viendraient chez nous. Mais est-ce que les tax shelters existent aussi à l'étranger? Est-ce qu'ils ont le même système de... Est-ce Oui, et que... c'est même pire que ça, c'est qu'il y a, par exemple, entre la France et la Belgique, il y a une sorte de guerre des systèmes mis en place pour être plus ou moins concurrentiels, pour attirer les tournages. Et donc, ceux qui disent qu'il faut se battre, par exemple, pour l'Europe, là, on a la démonstration dans le cinéma que c'est l'Europe du chacun pour soi. C'est-à-dire que chacun essaye de mettre un système, ce qui est logique, que la France défende le cinéma français et que la Belgique défende le cinéma belge. Mais souvent, ce sont des systèmes qui sont difficilement compatibles et qui sont conçus pour être difficilement compatibles et plus attractifs. Et donc, il y a effectivement des systèmes de tax shelter ou équivalents qui existent en dehors de la Belgique et qui rendent parfois très difficile les coproductions, puisque souvent ces systèmes, et c'est le cas aussi des aides régionales, impliquent qu'on doit pour y avoir accès, dépenser de l'argent dans la région, dans le pays, qui permet d'avoir accès à ce financement. Et évidemment, vous ne pouvez pas dépenser votre argent de production dans un nombre infini de pays. Donc, ça rend très souvent difficile les coproductions et ça rend très souvent les systèmes en concurrence les uns avec les autres. Ok, merci. Ben, effectivement, on comprend que c'est tout de même très complexe. C'est un monde difficile et on a d'autant plus d'admiration pour les cinéastes comme vous, pour des jeunes acteurs qui se lancent. Chapeau, vraiment, bravo. Ben, écoutez, pour moi, en tout cas, c'était super intéressant. Un grand merci. Christine, est-ce que tu veux encore dire un Oui, mot? ben là, il y a des petites questions qui reviennent. C'est quel est le coût de la production de la promotion par rapport à la production, euh, voilà, et des remerciements. Oui. Alors là encore, le coût de la promotion, c'est essentiel parce que euh, vous avez tous déjà pu constater en temps normal, espérons que ce temps revienne, qu'il y a un certain nombre de films qui sortent chaque semaine en salle. Et même si on adore le cinéma, on ne va pas voir tous les films qui sortent. Et donc, on va voir quels films? On va voir les films dont on a entendu parler, et donc, ou d'acteurs qu'on aime. Éventuellement, si on est cinéphile parce qu'on aime un cinéaste et qu'on veut voir son nouveau film. Mais si on n'a pas entendu parler des films, on ne va pas aller les voir. Or, il y a des films qui bénéficient beaucoup plus de promotion, je parle en termes de marketing, que d'autres. Et donc, aux États-Unis, par exemple, pour les blockbusters, pour les plus grosses productions, dès le départ, il y a un montant très important qui peut parfois être de 50% du coût de production du film, parfois même plus. Donc, par exemple, un film coûte 50 millions de dollars, eh ben, il n'est pas du tout inhabituel qu'il va avoir 30 millions de dollars consacrés à la promotion. Donc, le coût de fabrication du film, dans l'exemple que je donne, c'est 50 millions de dollars. Il y a 30 millions de dollars qui sont dès le départ prévus pour faire des campagnes d'affichage, pour faire des campagnes de publicité, pour faire du marketing viral sur Internet. Et donc, plus on a de la promotion, plus, évidemment, on a des chances que les spectateurs aient entendu parler du film, et plus on a de la chance que ces spectateurs aillent voir le film. Et donc, c'est pour ça que les films ne naissent pas tous libres et égaux, en tout cas égaux, en salle, parce que certains bénéficient beaucoup plus d'une campagne de marketing que les autres. Et c'est vrai que très souvent, dans le milieu du cinéma belge, à raison, sans doute, les producteurs et les distributeurs se plaignent en se disant qu'il n'y a pas assez de financement prévu pour faire parler des films en termes de marketing, en termes de promotion. Mais évidemment, c'est un peu la loi du pauvre, c'est-à-dire qu'on va préférer mettre de l'argent dans la fabrication du film plutôt que dans la promotion, plutôt que de ne pas faire de film du tout. Donc déjà, on a vu qu'il y avait, en tout cas au niveau culturel, peu d'argent pour les films. Donc si une partie de cet argent devait être affilié à la promotion, ce sera encore moins d'argent pour la fabrication. Donc c'est une sorte de cercle vicieux ou vertueux selon les cas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très important de penser comment atteindre son public et comment concevoir un film et en parler parce que si on fait des films, c'est pas pour se les projeter en boucle chez soi à la maison, c'est pour qu'ils rencontrent un public. Et donc ça, c'est très important de penser à cela aussi dès le départ. Très bien. Mais écoutez, on va mettre un terme
à cette conférence et surtout laisser nos membres retrouver leurs occupations de la soirée. Frédéric Socher, vraiment, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pense qu'on pourrait parler des heures. Et on sent chez vous une passion inégalée et une hargne et une persévérance et une pugnacité rarement rencontrée. Donc, c'est aussi un exemple à ce sujet. Mais voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et alors, il nous reste encore une dernière conférence, le 2 juin. C'est Tatiana de Rosnay. 3 juin, pardon. 3 juin. Tatiana de Rosnay, oui. Tatiana de Rosnay ou Rosnay, qui viendra nous parler de son dernier livre et dans le cadre du cycle littéraire que nous avons mis en place il y a quelques mois. En tout cas, merci à tous d'avoir été là, même si vous étiez plus nombreux, vous étiez les meilleurs. Voilà, à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Et retournez au cinéma quand les salles réouvrent, surtout. Ah oui, 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 oui. En tout cas. Promis, promis. On est tellement en manque qu'on ira. Merci Frédéric, merci Christine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.